C'est une question que s'est posée l'Amérique depuis le lancement de son programme spatial. Ces messieurs de la NASA n'avaient sans doute pas imaginé que le marketing allait s'avérer presque aussi compliqué que d'envoyer des fusées dans l'espace. Après une trajectoire remplie de drames et de turbulences, leur projet allait déboucher sur certains des plus coûteux échecs jamais retransmis à la télévision. C'est qu'entre-temps, le monde libre va vivre l'un des plus grands drames de l'histoire de la conquête spatiale. Un accident qui va ramener les hommes sur Terre et provoquer une série de très coûteux revirements à tous les niveaux. Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archéotoys, la chaîne qui creuse dans les souvenirs. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer un horizon aussi obscur que lointain, la dernière frontière, l'ultime défi de l'homme moderne. Il s'agit évidemment de l'espace. Depuis les rêves de Jules Verne au ballet galactique de George Lucas, notre culture pop n'a eu de cesse de nous raconter la future conquête des étoiles. Des fables qui oublient bien volontairement l'aridité des règles de la physique. Le premier homme dans l'espace, puis le premier homme sur la Lune, resteront des moments historiques. Mais les images qu'ils ramènent avec eux témoignent surtout de l'incroyable solitude qui entoure la planète bleue. Alors, comment convaincre les jeunes générations de se tourner vers le cosmos avec tous les dangers et les entraînements inhumains qui les attendent? Eh bien, bouclez vos ceintures, respirez un grand coup, embrassez votre photo de Thomas Pesquet, c'est parti pour une vidéo riche en destins brisés. Plus de 600 millions de téléspectateurs assistent au premier pas de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin sur le sol lunaire le 21 juillet 1969. Une première suivie de 5 autres missions sur notre satellite en seulement 3 ans. Mais le téléspectateur moyen a bien du mal à regarder les retransmissions de lancement reportées à la moindre mouette qui passe près du pas de tir. Et de toute manière, la NASA n'est pas très à l'aise avec le grand public. Les cosmonautes ne sont pas formés aux demandes d'autographes, la plupart sont des officiers de l'armée de l'air. Impossible d'apprendre à devenir une star planétaire dans une base militaire coupée du monde. Mais avouons-le, les tentations ne manquent pas, et on trouve déjà tout un tas de jouets et de produits dérivés à la mode astronaute. Et sans surprise, même les pilotes les plus chevronnés ont des familles à nourrir, et de plus en plus de collectionneurs leur proposent des sommes mirobolantes pour pouvoir toucher le mythe spatial. L'idée qu'un objet de collection voyage dans l'espace va faire son petit bout de chemin. Et le premier à oser passer le cap, c'est un médecin qui va dissimuler un pénis de 1696 dans un des kits d'urgence d'Apollo 11. Ouais, il a eu chaud. Côté équipage, les astronautes ont le droit d'amener quelques objets personnels avec eux. La chose est tolérée par la NASA. Après tout, ces gars risquent leur vie 1000 fois à chaque vol, ils méritent bien un peu de soutien moral. Mais en 1975, lors de la mission Apollo 15, la NASA va se retrouver tamponnée par une polémique un peu timbrée. Quelques mois après leur retour sur Terre, les médias se font l'écho d'une drôle de vente en cours en Allemagne de l'Ouest. Une grande maison spécialisée dans la philatélie proposerait des enveloppes qui auraient voyagé jusqu'à l'espace infini, signées par les 4 astronautes d'Apollo 15. D'ailleurs, elles sont oblitérées par le bureau de poste du porte-avions qui les a réceptionnées après leur amérissage. En fait, c'est surtout le tarif qui choque, l'équivalent de 1500 $ de l'époque. Et les journalistes font le calcul. L'Allemand aurait acheté 200 enveloppes, mais les membres de l'équipage en auraient gardé 200 de plus, pour leur propre profit, soit 300 000 $ au tarif demandé aux collectionneurs. La gêne est palpable, les missions spatiales coûtent des millions aux contribuables, mais les astronautes feraient de l'argent en plus de ça? C'en est trop! Ils sont contraints de rendre les enveloppes restantes et sont purement et simplement rayés de la liste des missions suivantes. En réalité, on peut un peu les comprendre. Ils ont reçu 7000 $ chacun, quasiment 4 à 6 mois de salaire de l'époque. Oui, ça gagnait pas grand chose un astronaute. Et puis, jusqu'ici, le magazine Life offrait une assurance vie en cas d'accident. Bonus qui s'était arrêté avec Apollo 14. D'ailleurs, cette mission en particulier fera également l'objet d'une enquête. Cette fois-ci, ce sont des médailles en argent qui avaient été envoyées sur la Lune, avant d'être refondues et mélangées à des dizaines de kilos de métal, puis refrappées et mis en vente comme souvenir lunaire. Un genre d'homéopathie spatiale, quoi. Cela va durablement égratigner l'image propre et bien coiffée de la NASA. Et pour faire oublier le programme Apollo, l'agence travaille à la conception d'une navette qui, à la différence des fusées à usage unique, pourrait s'extraire de l'attraction terrestre, mais également faire le voyage retour. Le Space Shuttle fait son premier vol un peu plus de 5 ans plus tard, en 1981. Et s'il est aidé par une série de lanceurs et de réservoirs pour le décollage, l'orbiteur est capable d'atterrir et de se poser sur une piste longue de 4,5 km. Cette navette ouvre aussi et surtout l'horizon d'un tourisme spatial. Quoi de plus facile si on a juste à boucler sa ceinture et laisser faire la NASA?
Arrivé opportunément au pouvoir au même moment, le président Ronald Reagan souhaite ajouter cette preuve du génie américain à ses outils de propagande. En 1984, il lance donc 2 programmes destinés aux scolaires afin de promouvoir l'étude des sciences auprès des plus jeunes. Tout d'abord, il y a le Teacher in Space Project, qui comme son nom l'indique, s'adresse aux enseignants. L'un d'entre eux sera le premier professeur à partir dans l'espace. Plus de 11 000 instituts envoient leur candidature depuis les 4 coins du pays. Et leurs élèves ne sont pas oubliés. La NASA leur a réservé le programme Young Astronauts. Des centaines de millions d'enfants vont participer à ces concours inter-écoles sous le patronage du président Reagan. Des milliers de maquettes en carton-pâte sont fabriquées par tout autant d'écoliers, plus ou moins inspirés. Les grands finalistes seront conviés à une cérémonie avec le président des USA. L'un des grands prix, c'est évidemment la visite du Kennedy Space Center, en Floride, un espace pédagogique situé à proximité du centre spatial. C'est surtout un bon moyen d'écouler les casquettes siglées NASA. Début 85, on annonce que c'est Christa McAuliffe, une professeure de sciences sociales, qui a été choisie pour Teacher in Space. Elle sera la première à enseigner depuis l'espace, un vrai symbole de l'Amérique du futur. Christa doit quitter sa classe pendant 5 mois pour s'entraîner, avant de s'envoler à bord de Challenger. Évidemment, il est prévu que les cours qu'elle donnera depuis la navette seront diffusés dans les écoles de toute l'Amérique. Pour accompagner l'opération, une série animée à la gloire des Young Astronauts a été commandée par la NASA auprès de Marvel. Mais les avis divergent sur ce que doit être le programme. Le conseil veut des documentaires sur des vétérans de l'espace, alors que Stan Lee souhaite avant tout produire du divertissement accessible au plus grand nombre, comme il sait le faire. Prévu pour l'automne 85, le pilote sous-traité par la Toei Animation est gardé de côté quelques semaines, et une dernière réunion de validation doit permettre aux responsables de la chaîne d'obtenir le droit de le mettre en diffusion. Le rendez-vous a été pris pour le 27 janvier 1986, la veille du lancement auquel participe Christa McAuliffe. Vous connaissez peut-être la suite. 73 secondes après la fin du décompte, Challenger explose en plein vol devant une foule constituée en bonne partie d'écoliers et de proches de l'équipage. L'événement traumatisera toute une génération et va stopper le programme spatial américain pendant près de 2 ans et demi. Il en ressortira qu'un problème sur des joints toriques, pourtant connu depuis les débuts du développement des navettes, avait causé une fuite de carburant. Un incident qui aurait donc pu être évité. Le président Reagan refusera de s'avouer vaincu. Pourtant, en dépit de ses promesses, le projet Teacher in Space ne connaîtra pas de suite. Les responsables des Young Astronauts vont eux aussi tenter d'enterrer du même coup le contrat de licence avec Marvel, mais ça n'empêche pas Stan Lee d'annoncer la sortie prochaine d'une version bande dessinée pour le printemps. En réalité, tout comme les épisodes de Young Astronauts, elle sera passée à la trappe. Face aux pertes engendrées par ce volte-face qui plombe son groupe, Stan Lee va devoir ronger son frein. C'est qu'en coulisses, le conseil et la NASA ont négocié de juteux contrats dans son dos. Tout d'abord avec Pepsi Cola, dont une des canettes était à bord de Challenger avec un Rubik's Cube. Mais il y a aussi McDonald's, qui a obtenu le droit d'apposer le logo des Young Astronauts sur ses Happy Meal. Et surtout Coleco, qui vient de payer une avance de plus de 270 000 $ pour lancer des jouets spatiaux sous licence Young Astronaut. Le fabricant des patoufs peut se permettre de sortir le chéquier. Ils vont même faire appel aux Français de la DIC pour développer un nouveau dessin animé en lieu et place de celui de Marvel. Ce sera Starcom, ou Star Force pour les intimes. La célèbre société fondée par Jean Chalopin fournira seulement 13 épisodes à vocation fortement publicitaire. On reconnaît pourtant des similitudes avec les rares visuels dont on dispose sur le Young Astronaut de Marvel, comme la présence d'un chat dans la navette, un élément qui sent bon le cahier des charges, mais qui me permet de placer un petit hommage à Félicette, le premier félin français à être envoyé dans l'espace en 1963, c'était il y a 50 ans. Félicette qui sera euthanasiée à peine 2 mois après son retour sur Terre. Si on en croit la rumeur, les vaisseaux Starcom et leur version ludique doivent beaucoup au designer Shinji Aramaki, alors employé du mythique studio ArtMike, qui fournira aussi des modèles pour la série Mask, produit l'année précédente. Avec leurs nombreux mécanismes et leurs personnages à l'échelle, les jouets Starcom rappellent un peu l'univers de Mad Tracker, mais eux profitent d'un génial système magnétique qui leur permet d'utiliser des accessoires malgré leur taille. Malheureusement, Starcom ne remportera pas le succès escompté. À l'international, c'est Mattel qui se chargera de distribuer la gamme, en veillant bien de retirer les drapeaux américains et le logo des Young Astronauts. En France, Space Force fait ses débuts à la télévision sur Canal+, avant de rejoindre la grille du Club Dorothée. Petit détail qui tue, les méchants robots portent le symbole de la Triforce,
Et la vengeance est un plat qui se mange quand personne ne vous entend crier, car face à cette nuée commerciale, Marvel revient à l'attaque dans un procès historique qui lui permettra d'obtenir un peu plus de 100 000 $ de dommages et intérêts. Et contrairement à ce qu'on peut lire sur internet, si on en croit les documents du procès, le pilote de Young Astronaut sauce Marvel n'a jamais été diffusé. Seule une poignée de celluloïdes, apparus sur internet, permettent de savoir ce qu'aurait pu être cette série perdue peut-être pour toujours. Un court extrait correspondant aux pastilles éducatives sur les vétérans de l'espace est même apparu sur YouTube il y a quelques mois, et on peut espérer que les 13 épisodes de cette série fantôme dorment quelque part dans les archives. L'accident des Challenger a remis en cause toute la politique spatiale de la fin du XXe siècle, la sécurité des astronautes devenant une priorité après cette funeste tentative médiatique. Et même si l'histoire est un peu plus compliquée, les autres navettes de la NASA ne connaîtront pas de successeur. Une histoire qui a donc pesé très lourd dans l'arrivée des sociétés privées dans le domaine, que ce soit pour du tourisme ou du lancement de satellites. Le programme des Young Astronaut a pris fin en 2002, après avoir converti quelques millions de petits américains, tout autant de maquettes de fusées et de systèmes stellaires en papier mâché. Et vous, auriez-vous rêvé d'intégrer un équipage? Et est-ce que vous auriez emporté des timbres ou votre maîtresse? Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, elle a besoin de vous pour vivre, alors partagez-la au maximum sur vos réseaux sociaux, lâchez votre meilleur pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Arkeotoys, c'est dorénavant 2 vidéos par semaine, alors vous pouvez cliquer sur la cloche pour être sûr de ne rien rater. Quant à nous, on se retrouve très vite, et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants. Starcom affronte le sinistre Dark. Exterminez Starcom. Starmax est attaqué. Activez la puissance Mania. Starcom à l'attaque. Seul Starcom peut utiliser la puissance Mania, une source d'énergie si avancée qu'elle fonctionne sans pile. Starcom, la puissance Mania.